Et bonsoir à tous, bienvenue dans Amoral Politique, votre émission de politique où on ne juge pas, on encourage, on ne condamne pas les violences. Alors, au programme de ce soir, on va commencer par remercier les deux personnes qui ont permis de remplacer la webcam par un modèle un tout petit peu plus permissif. Et ouais, parce que la précédente vraiment ne voulait absolument plus rien comprendre. Donc on a une petite augmentation de qualité. Ah, vous ne m'entendez pas? Pourquoi vous ne m'entendez pas? Ah là 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 là, go accélère pourtant. Ah, normalement vous devriez m'entendre. Sinon je recommence le 1, 2, le chat, vous m'entendez? Ok, parfait, parfait. Là dans ce cas-là, c'est bon. Eh ben, je reprends depuis le début. Bienvenue à vous les factieux. Et puis, bienvenue dans votre émission préférée pour parler de politique. Nouvelle webcam, hein, un truc, euh, un truc un peu plus qualitatif pour remplacer celle qui a décédé. Aujourd'hui, au sommaire, on va parler du condamné du jour. Parce que là, on recommence, il y a une nouvelle vague de gens qui se font condamner ou autres. Vous allez voir, c'est un peu plus subtil que simplement condamner. Mais en ce moment, ils sont sur une vague. Allez, vas-y, on se fait condamner. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde. On va parler ensuite des interviews du Sbeul, comme d'hab, vous allez me dire. De mise à niveau des luttes, donc savoir entre les forces de l'ordre et les manifestants et les opposants, les militants, comment ça s'organise. On n'est pas sur un 50-50, vous imaginez bien. Et le sabordage du travail, petite rubrique que j'ai été obligé de faire. Il y a des trucs magnifiques à découvrir. Et on va finir un peu sur l'Assemblée nationale et ce qui s'y passe actuellement. C'est extraordinaire, hein. Je mettrais bien une musique, mais on va se faire claim, c'est dommage. Alors, donc on va commencer par le condamné du jour. Enfin, le condamné de la semaine peut-être. On va espérer que quand même tous les jours n'apportent pas son lot de condamné, sinon je vais devoir augmenter la taille de mes émissions. Ou la fréquence. Mais ça, j'avais dit que la fréquence des émissions passerait 3 fois par semaine, le jour où je pourrais avoir des abonnés et pas juste des followers. Aujourd'hui, c'est Laurent Bigorgne. Alors, il avait été condamné pour avoir drogué à la MDMA son ancienne collaboratrice. Et l'affaire en détail est encore plus sordide que ça, vous pouvez pas imaginer. Et, euh, et il s'est désisté de son appel. Ça veut dire que ça rend sa condamnation définitive. Après, si vous l'avez connaissez peut-être pas, ou vous avez peut-être pas souvent entendu son nom, Laurent Bigorgne, c'est quelqu'un qui pourtant est vraiment totalement dans l'appareil politique. C'est chez lui, par exemple, que était domicilié En Marche en 2016. C'est chez lui qu'il y a eu la première domiciliation du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Autrement dit, c'est vraiment un des plus anciens du mouvement possible, un des fondateurs. Mais c'est quelqu'un dont on parle peu. Après, sa condamnation, enfin son affaire, ça a entraîné pas mal d'irrégularités. Il n'y a pas seulement lui qui s'est désisté en appel et donc résultat il est condamné. La plaignante a aussi reproché à la justice d'avoir, comment dire, vous voyez le deuxième tweet. La plaignante a déposé plainte contre le directeur de la police judiciaire et la procureure de la République de Paris pour falsification de l'enquête, obstruction à la manifestation de la vérité et faux en écriture publique. Voilà, ce n'est pas un petit dossier, c'est vraiment un truc où ils ont essayé de sauver Laurent Bigorgne au maximum, mais même là, c'était en mode non, ça passera pas. Et en essayant de le sauver, bah, il y a d'autres condamnations qui pourraient tomber. Bah, ce sera dans la rubrique, hein, de toute façon.
Ce sera dans la rubrique. Mais c'est tellement... J'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est tellement tordu. On se croirait dans un film de gangster, en fait, pas dans une démocratie. Ça ferait un bon scénario de web-série, vous trouvez pas? Non, mais ça doit déjà être écrit. Et puis, c'est pas comme si les nouvelles suivantes donnaient pas le même ton. Mais on va quitter un peu le côté tordu, le côté pourri, hein. On va parler des intervilles d'Usbel, hein, histoire de se remettre le moral en hausse. On commence par, aujourd'hui, sur les Champs-Élysées, il y avait un colloque avec le ministre des Transports Clément Beaune. Bon, bah, le dispositif policier n'était pas assez gros pour pouvoir retenir les cheminots qui ont forcé en fait le cordon de sécurité. Et donc, résultat, les cheminots ont avancé. Et c'est bête, hein. Ensuite, on a, dans les intervilles d'Usbel, on n'a pas de homard au menu ce soir parce que le festival le festival de Cannes avait échappé aux coupures de courant, mais pas à la coupure de gaz. Hmm. Je demanderais bien à François de Rugy si le homard cru c'est bon, mais paraît qu'il est allergique. J'ai une intolérance aux crustacés et aux fruits de mer. Ah là 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 là. N'empêche que QI, servi à ses invités sur les frais de représentation du président de l'Assemblée nationale, ça lui avait pas posé de problème. Ensuite, nous avons l'Alsace. L'Alsace déjà qui avait, comment dire, qui avait dit ses quatre vérités à Manu Lambrouille en le traitant de tous les noms et en lui faisant passer un très très mauvais, une très très mauvaise visite à côté de Strasbourg. Là, ça a été bon, ben, on recommence. Il y a la présidente de l'Assemblée nationale qui vient à mettre la pression sur la présidente de l'Assemblée nationale. C'est c'est pas mal pour deux raisons. Une qu'on verra plus tard dans l'épisode et l'autre, ben, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale, dans les interviews d'Usbel, elle compte x4. Tout ce qui est fait contre elle, ça compte x4. Donc il faut absolument garder la pression sur elle. Parce que ça peut faire augmenter votre département dans les interviews d'Usbel. Et c'est important. Parce que je ne sais pas encore ce que va avoir le gagnant, mais je pense que le département gagnant, surtout que là actuellement je regarde, c'est le Nord ou le Rhône ou Paris, hein, les trois premiers. On aura tous une médaille, je pense, hein, parce que là, c'est nécessaire. Et puis, ça remontera le moral. Dernière partie des intervilles d'Usbel que j'ai pu vous trouver aujourd'hui. Eh ben, Bruxelles rejoint la partie. Les cheminots envahissent les locaux de la Commission européenne. Euh, alors, ceux qui arriveraient et qui disaient oui, c'est symbolique parce que l'Europe, ça n'a rien à voir avec la France. Je rappellerai que le droit européen, enfin tout ce qui est voté à l'Union européenne, est applicable directement dans le droit français. Et surtout, toute personne s'opposant au diktat de Bruxelles devient un dangereux démagogue europhobe. Non, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une députée Renaissance, députée Renaissance qui dit ah non, mais que le droit, comment dire, le droit français primerait sur le droit européen, mais c'est affreusement démagogue de faire ça, vous vous imaginez? Un peuple qui, par ses représentants, arriverait à dire qu'il n'a pas envie de ce que demande Bruxelles? Oh, c'est terrible, c'est démagogue, europhobe, terrible, les pires heures de notre histoire quasiment, hein, franchement. Et c'est quasiment factieux, faites attention. Ils sont quelqu'un qui appellerait à dire que le droit européen doit passer après le droit français, c'est quasiment quelqu'un qui suit cette chaîne. Enfin, et rubrique suivante, la mise à niveau. Mise à niveau des luttes. Bon, une fois n'est pas coutume, on va commencer par en fait une mise à niveau du côté des militants.
les militants qui ont décidé en fait, d'utiliser simplement une voiture télécommandée avec un fumigène lancé sur une piste d'avion devant les jets privés, histoire de rappeler aux gens très fortunés qui ont des jets privés et qui nous font la morale en continu, euh, qui polluent quand même vachement plus que nous et qu'il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. On notera juste par exemple Marion Cotillard qui arrive et qui vient dire non mais les Français c'est parmi les plus gros pollueurs, et Marion Cotillard qui passe ses vacances sur son yacht privé. Un yacht ça pollue immensément plus que tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie, hein. Pour avoir le bilan carbone de Marion Cotillard, il faut en cramer des litres, hein. Faut chauffer tous les jours votre maison à 35 degrés, même en plein hiver, et les fenêtres ouvertes, hein, en plein hiver. Sinon, vous seriez même pas à son niveau. Ensuite, mise à niveau, mais du côté du gouvernement cette fois-ci. Le Le gouvernement veut rendre possible l'activation à distance de tout appareil électronique, comme un téléphone, aux fins de géolocalisation et de captation d'images et de sons. Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris met en garde. Ouais, il faut mettre en garde pour une raison toute simple. Ça, vous pouvez donc déjà, vous pouvez pas y couper. Depuis que vos téléphones n'ont plus de batterie amovible, c'est mort. Un téléphone, c'est scellé pour enlever une batterie. Maintenant, c'est une opération qui dure 15 heures. Pas 15 heures, mais qui est pas simple à faire et que une personne moyenne ne peut pas faire dans la minute. Ou même avec des objets spéciaux, enfin les outils spéciaux, c'est quand même pas le truc le plus rapide à faire. Ensuite, deuxième chose à noter sur cette idée, avant il y avait, on a parlé une fois ou deux du logiciel Pegasus, quelque chose qui a permis, donc développé par une société israélienne, qui a permis à certains services secrets dans le monde d'exploiter, en fait d'espionner parmi les personnalités les plus importantes. Genre Emmanuel Macron a été lui-même espionné par ce logiciel sous demande de certains services secrets. La différence, c'est que Pegasus fonctionne sur des failles de sécurité qui n'ont pas encore été découvertes, c'est pour ça qu'il fonctionne encore. Là, le gouvernement veut veut installer une faille de sécurité qui soit utilisable par lui-même, mais donc d'autres personnes pourraient aussi avoir accès une fois qu'ils auront découvert la faille en question. Surtout que je fais pas du tout confiance au gouvernement français pour organiser une faille de sécurité qui soit discrète. Ça va être plutôt, ils vont arriver dans votre sécurité, ils vont faire un trou comme ça et tout le monde pourra rentrer. Et comment dire, déjà, c'est pas très très bien. C'était pas très très bien intentionné de pouvoir faire une faille de sécurité pour espionner des gens pour des raisons politiques. Mais alors, faire une faille de sécurité que d'autres personnes pourraient utiliser pour, par exemple, vider votre compte en banque, on est sur un autre niveau de. Mais voilà, c'est l'incompétence Enfin, l'incompétence se rajoute au reste avec notre gouvernement. Euh, on a la quadra. Oui, et puis là, pour dire que en plus, si ça se faisait que pour le terrorisme, on pourrait aller se dire, ah, je sais pas, mais effectivement, les opposants politiques, ben, une fois que vous les avez compris vous avez fait passer de l'exception à la règle en espionnage, ben, vous pouvez simplement un opposant politique vous assurer de pouvoir l'espionner en toute légalité. C'est cool quand même la démocratie. Derrière, la quadrature du net dont on a parlé la semaine dernière est en bras de fer avec le pouvoir exécutif. Ils ont décidé, donc je vais vous le lire, ce sera plus simple. Mardi dernier, nous avons participé à une audience au Conseil d'État pour demander la suspension du décret autorisant la police nationale à déployer des drones sur le territoire. La décision devrait être rendue dans quelques jours.
D'un côté, associations et syndicats dénoncent une nouvelle dérive de surveillance et de militarisation de l'espace public. De l'autre, un ministère de l'Intérieur méprisant ouvertement les principes élémentaires des droits fondamentaux. Épaulé par le Conseil sécuritaire, ce dernier se permet même de clamer tout haut et fort, tout haut, ces fantasmes sécuritaires entre dispositifs de marquage invisibles et pilotes de drones à moto. Et là, je vais vous passer directement donc en commentaire pour ceux qui regardent la vidéo en direct et dans les fiches de la vidéo dans la description de la vidéo pour ceux qui verraient ça sur YouTube. Et ben en fait l'article de la Quadrature du Net, je vous invite franchement à aller le voir. Il y a plein de choses extrêmement croustillantes, y compris quand on apprend que ils ont des dispositifs à mettre sur des hélicos qui permettent de pouvoir reconnaître des gens à quasiment 2 kilomètres. C'est cool, hein? Ah, et puis, vraiment, ils peuvent reconnaître pas une seule personne, mais si vous avez des milliers de gens, ils peuvent reconnaître jusqu'à 2 kilomètres des milliers de gens en un seul regard. Et ça fait écho à la fois précédente où ils ont autorisé la reconnaissance biométrique sur les caméras pour les Jeux Olympiques. Quelque chose qui, on va pas en douter une seule seconde, sera absolument généralisé dans les... C'est même pas une série américaine. Et l'épisode n'est pas fini. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Mais non, on est vraiment avec... en fait, les JO vont permettre d'utiliser la reconnaissance biométrique. Et après, ça va devenir le domaine commun. Faut pas en douter une seconde, hein. Une fois qu'ils ont pris goût à un truc, ils vont continuer dans ce sens-là. Après, quelque chose que j'ai trouvé à la dernière minute, donc je vais devoir vous le montrer autrement. Le ministère de l'Intérieur a décidé que c'était mieux s'ils avaient directement une troupe de CRS pour faire bien ce qu'ils veulent et pas qu'il y ait un préfet ou autre entre les deux. Il y a donc la CRS 8 qui est directement aux ordres du ministre de l'Intérieur, qui est déplacée sur tous les fronts un peu tendus et qui accomplit comment dire, le maintien de l'ordre le plus élevé. La CRS 8, une police politique? La CRS 8 est une compagnie qu'il faut tenir les rênes courtes car elle peut être assez incontrôlable, confie un préfet. Un autre préfet s'inquiète aussi du risque de nervis de centurion que représente cette compagnie. C'est surtout un outil de communication du ministre Darmanin qui a trouvé sa brave haine avec les CRS 8. Cette compagnie coûte en plus très cher, lance un ancien responsable de CRS qui rappelle qu'à l'exception de Mayotte, pour chaque mission, elle ne reste que quelques jours sur le terrain. 3 à 4 jours, arrivent souvent trop tard ou repartent trop tôt. Le ministre instrumentalise cette compagnie à des fins politiques. C'est dangereux et cela fait encourir davantage de risques qu'un drame se produise. On est bien, hein? On est très très bien. Vraiment, l'idée de parler de police politique, je l'aurais peut-être pas fait tout de suite, hein, mais j'avoue que pas tout de suite, oui, je l'aurais pas dit tout de suite. Une compagnie directement aux ordres du pouvoir, ça peut rappeler des mauvais souvenirs, notamment à ceux qui sont les plus férus d'histoire. Après cette magnifique petite CRS 8, on a quand même un autre point qui pose problème au niveau des forces de l'ordre. C'est le fait qu'ils démissionnent trop. Ah, c'est terrible. Là 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 là. Donc les forces de l'ordre démissionnent beaucoup. Mais beaucoup, c'est effectivement niveau record. La raison pour laquelle Contre-Attaque, que nous citons ici, s'inquiète, c'est un truc tout con, et dont je vais vous parler un peu de moi en même temps. En premier lieu, ce qu'ils notent, c'est les anciennes forces de l'ordre deviennent souvent des membres de sécurité de protection.
Donc, ils passent du public au privé pour accomplir peu ou prou les mêmes missions. C'est simplement qu'ils ne sont plus, ils sont plus assermentés, mais ils font de la surveillance, ils font du maintien de l'ordre d'une autre manière. Donc, ils ne changent pas du tout de métier, de milieu. Euh, un deuxième truc que Contre-Attaque nie un peu, c'est la disparition des bons éléments intègres. Ça disparaît et eux, pour le coup, ils pourraient peut-être changer de milieu. Mais il ne reste donc dans les forces de l'ordre que les éléments les plus disciplinés, ceux qui vont obéir le plus aux ordres, peu importe ces ordres, peu importe même la légalité de ces ordres parfois. Parce que oui, il y a des ordres qui sont ordonnés et qui n'obéissent pas à la loi, mais ça on le sait, hein. Ça devrait être un scandale, mais non, c'est une habitude en France en 2023. Euh, un autre truc qui va rentrer en compte, c'est la baisse du niveau. Un formateur ajoute: il y a encore 5 ou 6 ans, on n'aurait pas pris en dessous de 9 sur 20. Depuis 2 ans, on descend à 7 ou 8 sur 20, assure un autre formateur. 12, c'était déjà très moyen, alors 7, c'est du niveau collège. À propos de l'écriture et du langage, quelquefois on est à la limite du phonétique. Une part des stagiaires ne sait même pas s'exprimer clairement. Ils perdent facilement leurs moyens et deviennent agressifs dans une discussion car ils n'ont pas le langage suffisant pour argumenter. Et leur avis, donc l'avis de contre. Ouais, encore niveau collège, mais donc, et derrière l'avis de contre-attaque dessus. Le phénomène va donc s'aggraver. Et ça va, je vais être obligé de parler un peu de moi. L'article indique que les notes nécessaires sont passées de 9 à 7 sur 20. Et ça parle d'il y a 6 ans. C'est intéressant parce qu'il y a 6 ans, en fait, j'étais au chômage et je voulais m'occuper. Et donc, résultat, j'ai voulu passer, un peu parce qu'il fallait que je m'occupe pendant mon chômage et que je m'ennuyais, le concours de sous-off gendarme. Alors, j'ai passé la première partie des épreuves, j'en ai fait 3 sur les 5. Et entre les 2 épreuves, j'ai trouvé du travail. Ce qui fait que je n'ai pas passé, enfin j'ai pris 2-0, enfin les 2 dernières épreuves, j'ai pris 0. Ça m'a entraîné 7 de moyenne et il me disait déjà à l'époque: «Bah vous, par rapport aux résultats que vous avez, vous êtes à 7 donc vous pouvez pas, vous êtes pas reçu, vous êtes recalé». Bon aujourd'hui je pourrais pas le repasser, mais dans les mêmes conditions, si je refaisais les mêmes, résultats, ce qui peut tout à fait arriver, et ben, théoriquement, même en faisant que 3 des 5 épreuves, je pourrais être admissible. Ça donne un peu une idée du niveau de descente de la profession. On va arrêter de parler de moi un peu, on va parler de ce qui va préformer aux forces de l'ordre et qui m'a été un peu demandé, c'est le service national universel. Alors ça, je vais devoir vous le mettre en plus grand quand même. Le gouvernement. Ah, attendez, en plus. Le gouvernement étudie une nouvelle piste pour généraliser le service national universel qui s'adresse aux adolescents de 15 à 17 ans. Au lieu de se tenir en dehors des heures de cours, ce dispositif pourrait se dérouler sur le temps scolaire. Une idée qui ne ravit pas les syndicats d'enseignants. Ah là là. Le SNU, c'est un truc qu'ils essaient de nous vendre, qui nous essaient de nous foutre dans les pattes tout le temps. C'est visé par les casserolades. C'est tout le temps un bide quand ils le font. Et le gouvernement, il lâche pas dessus. Ils ont fait ils ont fait un petit premier recul en mode oui, non, mais ça va être le volontariat, ça va être machin. Ils sont, et ça va coûter un pognon de dingue, comme dirait l'autre, et ils lâchent pas. Ça sert à quoi ça, à votre avis? Ça sert à quoi de remettre un service dans l'idée du service militaire où en fait les gens on leur dit vas-y fais ça plutôt même plutôt que l'école.
Parce que si on fait ça pendant le temps scolaire, c'est un peu pour remplacer. J'ai monsieur à côté de moi qui parle d'une personne qui a fait des camps de jeunesse. Oui, mais après, c'était beaucoup plus réduit. Là, c'est vraiment un truc fait par le gouvernement pour en fait créer une nouvelle. On m'avait dit, on m'avait dit une nouvelle version des jeunesses de certains partis politiques des années 30 d'il y a 100 ans, mais je suis pas tout à fait à ce niveau. Enfin, je pense que c'est pas encore tout à fait à ce niveau-là. Ça se présente quand même pas bien du tout, hein. Ça veut dire que vous faites sortir des gens des heures de cours, potentiellement. Ça veut dire que les élèves fragilisés en cours, vous allez totalement les foutre hors de la classe et ça va pas du tout améliorer leur niveau scolaire. Ça fait encore davantage d'heures en dehors du système. C'est à croire que le gouvernement, en fait, il veut pousser les gens hors du système éducatif. Et parce que le service national universel, on n'a pas, c'est assez flou de ce qu'ils pourraient faire avec, surtout que maintenant c'est assez réduit. Il y a d'autres choses qu'ils ont fait pour attaquer comment dire, pour attaquer le système éducatif et dont on a entendu parler pas mal et qui m'a été envoyé par quelqu'un qui est dans le chat. C'est bon déjà, 58% des Français pensent que chaque enfant ne bénéficie pas des mêmes chances à l'école et ça a été encore amplifié par leur idée de payer sur les fonds publics les stagiaires de seconde, première, terminale enfin, pour les filières pro. Alors qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va faire en fait tout ça? Pas qu'est-ce qu'ils imaginent faire là-dedans, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner tous les enfants des classes défavorisées, enfin là, beaucoup d'enfants de classes défavorisées dont ils ont besoin d'un revenu au plus tôt, ça va les pousser à aller en filière pro. Le fait d'être en filière pro, ça va dès 15 ans, en fait, ça va les bloquer dans cette voie. Hein, quand vous faites une formation pour être serveur entre 15 et 17 ans et que derrière, à 30 ans, vous voulez changer de voie, ben non, vous avez fait la moitié de votre vie à servir des plats dès 15 ans et vous faites. On en revient à la question que tu m'as posée la dernière fois, oui. Donc, résultat, tous les gens qui sont dans ces formations-là, qui sont dans les formations pro dès le départ, ben en fait, vous allez les bloquer. Et ça va les bloquer. Enfin, pour se dire, je vais faire autre chose, à 30 ans, je suis cassé, je peux plus faire de service, je peux plus faire de machin, je peux pas faire ça, surtout que les cadences augmentent tout le temps. Ça va pas, ils pourront pas le faire. Voilà, ils seront bloqués, terminé. Ensuite, deuxième effet qui se coule de cette idée de payer les gens, enfin de payer les étudiants sur par le gouvernement, bah en fait, vous allez avoir moins de monde qui va aller en études supérieures. Vous allez avoir plus de demandes, surtout des élèves défavorisés, pour faire ces formations-là, qui payent directement. Et en fait, quand ils vont arriver et qu'ils vont se dire, bah, je pourrais aller à la fac, en machin, en truc, ah non, ils vont pas aller en études supérieures. Donc vous payez moins de bourses d'études, vous avez moins de monde dans les formations. Et bon, bah ça change un peu, quoi, c'est bien. Moins de monde à l'université, qu'est-ce que ça peut changer? C'est pas comme si c'était pour faire en sorte que vous ayez une masse avec peu d'éducation supérieure pour être critique envers la société. C'est plus facile de faire voter les gens quand ils sont pas critiques. Et dernier effet qui se coule sur l'emploi. Parce que là, on est en train de se dire, oui, ça va juste faire venir les gens. Oui, ils vont privilégier direction l'usine, mais ça va juste faire venir les gens dans des formations et puis les former directement à un métier. Et ils pourront être autonomes plus rapidement économiquement. Eh ben même pas, parce qu'en fait, vous allez faire une espèce de concurrence déloyale. Euh, Tous ces stages qui sont payés par l'État vont précariser les travailleurs qui seront, en fait, où le patron va arriver et va dire, ben, t'es bien gentil, mais casse-toi, maintenant j'ai quelqu'un qui ne me coûte rien, qui coûte zéro.
Ou alors tu travailles pour beaucoup moins cher, tu payes pas, tu comptes pas tes heures supplémentaires, et puis ça fait pression à la baisse sur les salaires. Déjà que je parlais de restauration tout à l'heure, c'est pas pour rien. Euh, Déjà que le salaire, le SMIC hôtelier est plus bas que le SMIC général. Ça vient d'une saloperie qui s'appelle l'inversion de la pyramide du droit, où tout ce qui est accord d'entreprise prime sur l'accord de branche, qui prime sur l'accord cadre. Enfin, grosso modo, l'État passe en dernier si une entreprise décide de faire, ouais, mais en fait, je veux augmenter mon taux de travail par semaine jusqu'à 48 heures, et que ça a été voté par les salariés, sachant que les salariés ils peuvent très bien se barrer derrière, et ben ça passe, c'est légal. C'est terrible, mais c'est légal. Théoriquement, il y a des petites limites, hein, mais qui va aller vérifier? Qui va aller vérifier, franchement? Euh, Et côté emploi, ah oui, il faut que je vous remette l'image. Vous avez, je parlais de restauration toujours. Deux solutions s'offrent à eux. Donc, dans l'autre, il y a des restaurants contraints de fermer plusieurs jours dans la semaine faute de personnel. Deux solutions s'offrent à eux. De meilleures conditions de travail et un meilleur salaire pour les employés, ou de faire venir de la main-d'œuvre étrangère pour en faire des larbins. Vous pariez sur laquelle? Bon, là, c'est un faux dilemme, parce qu'il y a d'autres trucs. Évidemment, comme on vient de dire, vous faites aussi bosser des gens gratuitement pour enfin, le patron ne va pas payer. Vous faites enfin, pression à la baisse sur les salaires, vous faites plein de choses, et si l'entièreté du milieu, du domaine est avec des conditions de merde, eh ben, vous n'êtes pas pire qu'une autre entreprise. Et là où je suis pas tout à fait d'accord aussi avec ce monsieur, euh, aujourd'hui j'ai eu un message de Batel qui était venu nous parler de la politique en Turquie. Et il m'a dit, bon lui il est turco-ardéchois, donc il a tous les défauts, hein, nous le savons, mais il m'a dit qu'il avait postulé un poste aujourd'hui, et le patron a dit à ses employés, il est charmant, toutes les compétences requises, mais il n'est pas français, j'ai pas confiance. Bah oui, fallait pas être ardéchois. Mais derrière, je suis pas allé vérifier l'alignement politique de celui qui a fait ce tweet. Euh, à l'approche des vacances d'été, ça va être la cata. Non, je rigole. Bah, oui, à l'approche des vacances d'été, ça va être la cata, hein. Surtout, c'est le moment où, en bac pro, en tout cas, c'est là où tu as les stages. Mais pour répondre à quelqu'un qui vous dit, ils vont faire venir donc des travailleurs étrangers. Donc, premièrement, ben non, parce que les patrons, ils n'avaient pas forcément envie, comme on peut en trouver plein d'exemples. Et là, c'est vraiment un exemple. J'avais pas parlé, c'est juste, on m'a envoyé le message de manière un peu. Ça arrivait totalement par hasard en même temps. Et à la base, je voulais pas. Je disais, j'ai pas d'exemple. Bah si, j'en ai un qui m'arrive directement. Et pour le côté, je sais pas si c'est donc Serval, néo-Serval et d'extrême droite ou pas, et qui dit ça dans une optique allez voter pour quelqu'un qui fera pas venir les étrangers à votre place pour faire le boulot, mais en réalité, ils sont tous d'accord pour faire venir les étrangers pour faire le travail. Parce que même si vous prenez les plus extrêmes de l'extrême droite, donc Renaissance, RN, enfin, oui, Renaissance, hein, ça marche aussi, mais le RN, Reconquête, ils ont tous dit à un moment, pour le travail, peut-être qu'on pourrait accepter l'immigration de travail. Ouais, bon, bah en fait, l'extrême droite est prête à renvoyer vos voisins étrangers, sauf si le voisin étranger est prêt à payer, enfin est prêt à travailler pour moins cher que vous. Il y a un mot pour ça à l'extrême droite, on dit cuck, ou candole s'ils préfèrent la version française. Dans tous les sens, enfin dans tous les cas, vous allez vous faire avoir. Ouais, et puis à gauche, ils vont faire venir par bonté d'âme, mais les gens qui sont là, il faut bien les faire bosser aussi. Et il va se passer exactement la même chose. Ah là 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 là.
Par contre, je parlais au niveau du travail tout à l'heure. Les conditions sont de plus en plus difficiles. En France, on est les premiers, enfin, on est les premiers Européens en termes comment dire, d'accidents au travail, de morts au travail, entre autres. La réalité en France en 2023, c'est que moins d'un tiers des procès-verbaux des inspecteurs du travail relevés à la suite d'accidents du travail donnent lieu à des condamnations. Donc en fait, si vous avez un accident du travail, il y aurait plus de 2 chances sur 3 que tout ça soit classé sans suite et que votre patron ne soit jamais inquiété. Il y a des gens qui meurent sur des chantiers. L'entreprise peut mettre des années à être condamnée si elle est condamnée. Autant dire que travailler en France, c'est pas une sinécure. Alors, le manque d'employés dans la restauration est notamment dû à l'explosion de l'alternance. Les étudiants qui étaient mi-temps se sont dirigés vers des études en alternance. C'est vrai que dans les cuisines, la main-d'œuvre étrangère. Oui. Ah, j'ai pas eu le temps de. Et en plus, c'est ton premier tweet, ton premier message ici, Fulgurocrate. Bienvenue pour la participation. Les étudiants qui étaient à mi-temps se sont dirigés vers des études en alternance. C'est vrai, dans les cuisines, la main-d'œuvre étrangère est étrangère, je pense, mais tes serveurs doivent maîtriser la langue pour être en relation directe avec le client. T'as pas dit bonjour. Eh ben, bonjour. Mais oui, effectivement, les serveurs, ils n'ont pas besoin de parler la langue. Par contre, celui qui a. Enfin, ils ont besoin de parler la langue. Par contre, celui qui fait la plonge, il n'a pas besoin de parler la langue. Et moi, j'en connais des plongeurs. Mais c'est des gens qui n'ont pas non plus besoin de beaucoup de diplômes. Mais quand tu as fait plongeur toute ta vie parce que tu présentes mieux à la plonge qu'en service, euh, voilà, il se passe un truc, tu ne peux plus bouger de ton poste au bout d'un moment. Tu es bloqué à ton poste et puis tu ne bouges absolument plus. Enfin, c'est la grande blague de la restauration. Après l'inspection du travail qui ne peut rien faire, on avait parlé de plusieurs fois, ça avait été parlé plusieurs fois dans les médias, qu'ils voulaient faire en sorte que les gens au RSA aillent travailler un peu gratuitement. Et il y a quelqu'un au RSA enfin à Pôle emploi qui dit non, non. Les bénéficiaires du RSA n'auront pas l'obligation de travailler gratuitement. La rumeur est tenace, mais il n'a jamais été prévu, et ce serait de toute façon illégal, que les bénéficiaires du RSA soient obligés de travailler de 17 à 20 heures par semaine en contrepartie de leur maigre subside. Bon, je fais pas tout le tweet parce qu'il est long, mais j'ai un petit souci avec cet avis sur le RSA qui va pas non plus servir à faire enfin à faire pression à la baisse sur les salaires dans tous les métiers en difficulté, enfin, comment ils disent? Les métiers en tension. Un autre truc où ça marche pas. Enfin, il y a moins deux trucs où ça marche pas. Premièrement, le texte de loi n'est pas sorti. On ne sait pas comment, enfin, on ne sait pas ce qu'il va contenir, on ne sait pas les modalités. C'est quand même c'est assez osé de dire non, il va pas y avoir ça alors que le texte, on ne sait pas. Et deuxièmement, et vous allez voir tout de suite, cette personne pense que la Constitution. Ah, la Constitution ne permet pas de travail gratuit. Quant aux bénéficiaires du RSA, bon, Ça c'est un autre point, mais il dit oui, non, la Constitution n'empêche pas, enfin empêche le travail gratuit. Mais non, dans ce cas-là, c'est la même chose que les étudiants de seconde, première et terminale qui ont un stage payé par l'État. C'est le même truc, c'est pas gratuit, puisqu'on les paye, ils ont une aide. Donc à partir de là, ce n'est pas du travail gratuit. Et puis, la Constitution respectée. Je rappelle que pour que la Constitution soit respectée, il faudrait que le Conseil constitutionnel soit efficace. On a déjà vu, CF, les anciennes émissions, surtout celles sur le détail de la réforme des retraites, que ce rassemblement de gens, notamment des délinquants condamnés, hein, en premier lieu,
le président du Conseil constitutionnel, il faudrait leur faire confiance pour appliquer la loi. Je rappelle que dans le lot, il y en a, ils n'ont même pas de formation juridique. Hein. Madame Gouraud, ancienne ministre sous Macron d'ailleurs, qui n'a pas de formation juridique, c'est une prof d'histoire géo. Donc, qu'est-ce qu'elle y connaît en droit? La plupart des plein de gens qui sont là-bas ne sont pas des juristes. Le Conseil constitutionnel, quasiment enfin peut-être la plus haute euh, instance juridique du pays, enfin, pas juridique, mais qui contrôle la validité juridique de ce que sort le législatif, euh, ils arrivent et il n'y a pas d'obligation d'être un juriste. Donc j'arriverai bien et je dirais j'ai confiance en eux, mais ils ont déjà montré que, un, c'était pas une bonne idée de leur faire confiance, deux, bah, ils n'ont pas les compétences. Enfin, le conseil a la compétence, mais les membres, non. Euh, Ensuite, on a le RSA. Voilà, on insiste un peu sur le sujet, mais on a le RSA qui va, politiquement, les gens s'en foutent. On s'en fout des gens au RSA, ils votent peu, ils sont pas comptabilisés dans les stats du chômage, ils ont peu de pouvoir d'achat. Effectivement. Mais il y a un autre truc aussi qui rentre en compte, et tu introduis très bien la chose. Ils consomment peu, mais ils consomment. Mais notre ministre du Travail, hein, Olivier Dussopt, Dussopt, on s'en fout, hein, a déclaré que le RSA pourrait être suspendu dans certains cas. Vous ne serez donc parce qu'en fait, avant, on radiait les gens. Hein. On radiait les gens. Mais ça prenait du temps, fallait beaucoup de vérifications, ça demandait du contrôle. Suspendre quelqu'un, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup moins facile à contester. Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de suspensions. Donc, au plus vous avez de gens qui suspendent, et au moins, au moins vous avez de temps pour traiter le dossier. Et là, on va suivre ce que dit Monsieur Malocena. Parce que François Malocena, que je cite quand même pas mal de fois ici, il dit C'est cruel et abject, mais c'est aussi débile. Le RSA existe à la fois parce qu'il est l'expression de la solidarité nationale, mais aussi par pragmatisme parce que la pauvreté et la misère coûtent plus cher à la société que le RSA. alors, là où il dit que ça coûte plus cher d'avoir un taux de misère et de pauvreté élevé, c'est pour une raison toute simple. Parce que au plus vous avez un taux de pauvreté élevé, au plus vous allez avoir d'autres choses qui vont augmenter, du genre la criminalité ou la radicalisation de n'importe quel mouvement social. Et là, je conseillerais au gouvernement, plutôt que d'écrire des livres de cul qui sont nuls à chier et qui n'ont aucun style et il faut arrêter de le faire, lisez-en d'abord avant de les écrire. Il y en a un particulier qui pourrait vous intéresser dans ce cadre-là, et qui a été écrit il y a plus d'un siècle, qui s'appelle Germinal. Ça pourrait peut-être vous donner des idées pour pas faire certaines choses. Germinal, hein, l'histoire, c'est parce que les travailleurs ont de moins en moins de ressources, parce qu'on leur fait faire plein de choses à la fois, et les plein de choses à la fois leur raccourcissent leurs revenus. Et derrière, ils n'ont plus les moyens de vivre. Au cas où, si vous voyez une toute petite ressemblance avec le RSA et les gens qui en fait, avant touchaient quelque chose et ne vont plus rien toucher, c'est un tout petit rapport entre les deux. Et ça peut être intéressant pour eux de ne pas se planter et de ne pas refaire les mêmes erreurs du passé. Parce que c'est dans le passé qu'on trouve les erreurs à ne pas refaire. Enfin, on va terminer sur le travail. On en a beaucoup parlé du RSA, beaucoup parlé de tout ce genre de choses. On parle pas de supprimer le RSA, non, on parle de le suspendre pour des gens. On parle de le suspendre pour des gens, pour plein de gens, enfin pour ceux qui ne respecteraient pas le contrat. On parle de le suspendre seulement pour des gens du style
Les artistes-auteurs, je dis pas ça parce que je connais très bien le dossier, mais par exemple pour les artistes-auteurs qui disent: «Bah, en fait, j'ai un projet et je le menais à bout, mais il faut que je touche les RSA le temps que tout ce que je fais se lance». On leur dit: «Ouais, mais en fait, votre projet n'est pas assez, étayé. Vous allez travailler en même temps que vous faites votre projet» et pour toute personne qui a un peu bossé dans le domaine, de l'art ou d'une micro-entreprise quelconque, ben, tu ne peux pas arriver et faire à la fois ton projet professionnel, le lancer, ça prend 2 ans de toute manière, c'est extrêmement compliqué. Donc lancer un projet professionnel et faire un autre emploi en même temps. Surtout quand tu es, comment dire? Quand tu es, mettons à Paris, quand tu es à Paris et que tu es en mode, bon, c'est, le boulot là-bas que vous allez devoir, faire, qui est pas tout à fait dans vos compétences, mais c'est pas grave, ça nous intéresse pas. Pour le cas de monsieur, que va-t-il se passer également? Bah, pour le cas de monsieur, ouais, bah, après, le cas de monsieur, ils en parlaient tout à l'heure pour, s'il y avait d'autres conditions, âge, tout ça. Mais, si on dit à quelqu'un: «Oui, alors vous allez plus pouvoir toucher votre RSA, pour faire votre entreprise, vous allez, faire le travail là-bas». Le travail là-bas, vous devez prendre, le RERB, pour pouvoir, le faire, hein, je dis ça au cas où, hein. Vous allez faire 1 heure de RERB par jour, à l'aller, puis une autre au retour. Et en plus de ça, derrière, vous allez devoir rentrer, faire toute votre vie privée et une deuxième journée de travail avec votre propre entreprise. Sachant que si tu es dans une entreprise qui demande à avoir des clients dans la journée, qui demande à répondre à des clients dans la journée, qui demande en fait, être disponible la journée, tu peux pas arriver comme moi et te dire: «Bon, ben, la journée, j'ai été occupé à faire ça et en fait, je peux bosser la nuit pour, chercher des infos que je vous donne et que je vous traite et que je vous, dispose, et que je peux vous faire des rappels par rapport à mes anciennes vidéos». Ça, j'ai le temps pendant la nuit. Quelqu'un qui arriverait et qui devrait, absolument, enfin, avoir des clients en même temps, c'est mort. Tu te retrouves au RSA avec un emploi du temps de ministre. Eh ben non, un emploi du temps de ministre, ils ont le temps d'écrire des bouquins de cul. Donc ça marche pas. Ça ne marche pas, très cher. Mais tu te retrouves au RSA avec un création d'entreprise quand tu es au RSA n'est plus la même. Oui, ils te mettent sur la courbe du chômage, mais tu as des gens qui sont encore sur la courbe du RSA. Il y a pas mal de, surtout les artistes auteurs, tout ce qui traite à l'art, en fait, c'est quand même au RSA. Mais par contre, ils sont capables de te le sucrer si jamais tu obéis pas assez, ton projet n'est pas assez solide. Ils n'ont pas les compétences pour juger si le projet est assez solide, hein. C'est juste, ils disent: «Ah, vous avez combien? Vous avez 0 client pour l'instant? Vous avez commencé il y a 3 semaines? Vous n'êtes pas encore connu? Mais qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, votre projet n'est pas assez solide si vous n'êtes pas encore connu en 3 semaines. C'est n'importe quoi». Euh, On voulait quitter le domaine du travail, mais en fait, non, c'est bien, ça permet de discuter avec vos questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions à poser au niveau du travail? Oui, non, mais c'est de l'arnaque. Donc, d'autres questions à poser au niveau du travail ou est-ce qu'on parle de l'Assemblée nationale? Je vous garantis, vous prévoyez, prenez un seau à vomi, prenez un coussin pour hurler, prenez plein de choses, mais il va y avoir, ça va être terrible et vous allez pas apprécier. Et on va parler de la réforme des retraites et de son... Qu'est-ce que j'ai fait de ma souris? Désolé. Donc réforme des retraites et de son abrogation. Parce que la semaine dernière, on avait parlé de la présidente de l'Assemblée nationale, dont on a parlé juste avant, euh, qui était pas, elle n'était pas super enjouée d'appliquer l'article 40. Donc l'article 40, pour rappel, c'est l'article de la Constitution qui dit que vous ne pouvez pas présenter un article de loi qui dégraderait sévèrement les comptes publics. Et il se base sur ça en disant, ouais, mais en fait, si vous supprimez la réforme des retraites, vous enlevez 15 milliards d'euros à l'État. Ils ne sont pas gênés pour l'ISF, ils ne sont pas gênés pour plein de choses, mais là, ils sont en mode, non, il faut l'appliquer pour cette loi, parce qu'on n'a pas envie de la voir passer. Et on a déjà expliqué plusieurs fois pourquoi leur réforme ne sert à rien.
Mais s'il y a besoin, s'il y a des nouveaux qui veulent que je réexplique, je réexplique à quel point ça sert à rien. Et donc, Yael Braun-Pivet, elle est pas d'accord pour obliger, pour forcer l'application de l'article 40, parce que le texte de loi a déjà été vu à ce niveau-là par la commission des finances, qui est dirigée par LFI, par monsieur ah, Éric Coquerel. Mais donc, résultat, Éric Coquerel, il est arrivé, il a fait non, ça respecte le. Non, c'est Coquerel, pas Corbière. Ouais. Mais c'était bien tenté, c'était bien tenté. Mais Coquerel, il est arrivé, il a fait non, non, ça respecte les conditions de la Constitution et on peut le présenter en première lecture. Et donc, résultat, il sera vu pour le 8 juin. Mais le pouvoir, il a vraiment pas envie de le voir arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé très fortement à Yael Braun-Pivet de vérifier que, enfin, de forcer l'article 40 pour dire non, ça peut pas passer. Et comme elle a dit, je crois qu'elle doit sentir que ça pue un peu. euh, elle a dit non, non, je vais pas forcer. Ce qui s'est passé que Macron, Une frondeuse au perchoir, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, agace Macron. Elle prend trop d'autonomie, reste-t-il irrité par son refus de bloquer la proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites. donc là, normalement, 21h51, non, 20h51, c'est pas encore sorti sur le site du Canard enchaîné, mais on en avait déjà parlé la dernière fois, hein. Et puis, dans des termes, comment dire? Dans des termes, on voit vraiment que, Renaissance, le gang Renaissance, ouais, c'est un gang à ce niveau-là, ils tordent la loi comme ils peuvent. On voit que c'était vraiment très 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 beau. J'ai encore le truc. Je vous le non, non, vous relirez, vous remettrez la vidéo, enfin l'émission d'avant. Mais ils étaient en mode, on insiste très fort. Ils ont pas demandé, hein, ils ont ordonné. Euh, mais je me posais une question déjà la semaine dernière. Est-ce qu'ils sont complètement déconnectés ou est-ce qu'il y a une omerta? Et là, elle semble donner raison à la thèse de l'omerta, avec un truc digne d'un putain de gang. Et c'est son rôle d'être partial sur ces sujets, c'est plutôt rassurant de l'avoir refusé. Oui, 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 oui. Mais c'est ce qui est important. Enfin, c'est vraiment intéressant ça. Elle fait partie du truc, elle est dans le système, etc. Et même elle arrive et elle fait non, là c'est une ligne rouge que je ne franchirai pas. Tous les autres sont en train de l'obliger, enfin d'essayer de l'obliger à le faire, mais elle arrive et elle fait non, non, je veux pas. Et, euh, et là, on voit vraiment le côté où ça a plus vraiment c'est plus vraiment de la démocratie, c'est vraiment de l'autoritarisme, parce que tout est forcé là-dedans. Enfin, ce n'est qu'une partie parmi d'autres de tout ce qu'on peut observer depuis le début de mes émissions ici, hein. On a vu donc en début d'émission Laurent Bigorne qu'ils ont essayé de sauver par des moyens de magouille absolue. On a vu le n'importe quoi sécuritaire. On a vu la fouille de jeunes filles toutes nues et puis les... Ah, je vous en avais pas parlé parce que voilà, c'est assez sordide et j'aime pas trop ça. Les gardes à vue en topless, hein, pour s'assurer qu'elles n'aient pas encore des trucs sur elles. Euh, et l'Assemblée nationale, qui est d'une ambiance de vraiment de mafia, c'est même même moi, si je devais écrire une web série qui traite de mafia, hein, la blague, mais si je devais si je devais écrire une web série qui traite de mafia, genre qui s'appellerait L'Enquesteur, hein, que vous pouvez pas du tout trouver sur YouTube, euh, ce serait je pourrais pas écrire ça sans qu'on prenne pas au sérieux. Enfin, ce serait jamais pris au sérieux. J'ai un scénar si tu veux. Oh, j'en ai plein des scénars en stock. Mais en termes d'ambiance à l'Assemblée nationale, parce que j'ai un peu évoqué le sujet en avance, ils ont mis en place le chantage. Ah non, le chantage, mais vraiment à l'ancienne, hein.
Le chef des députés Horizon, membre de la majorité présidentielle, a prévenu qu'un vote par les députés corses du groupe Lyotte de la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites contrarie les discussions sur l'avenir institutionnel de l'île. Ils arrivent et ils vous disent, vous votez ce que je vous demande, ou alors tout ce qu'on est en train de négocier pour la Corse, on le sucre. C'est quel niveau de mafia là? Hein, c'est même plus du gouvernement, c'est même plus de la démocratie, c'est de la mafia. C'est tu votes ça ou je te sucre tel sujet. On est, c'est même plus une dystopie de mafia gouvernementale là. Même là-dedans, même Cyberpunk, même tout ça, vous n'êtes pas à ce niveau-là. Oh, Delta Game 2004, bienvenue à toi. Après, il y en a qui disent soit Macron, soit Marine Le Pen. Ils mettent la pression sur les Corses, les fous. Ouais. Mais il y en a qui disent oui, Macron. Après, pour la différence entre Macron et Marine Le Pen, on va pas faire de procès d'intention à Marine Le Pen sur ce qu'elle ferait sur la réforme des retraites si elle avait été au pouvoir. Mais on en a peut-être déjà parlé avant. Je crois que c'est l'émission numéro 7. Et on en a parlé plusieurs fois qu'à un moment, l'extrême droite, il va falloir qu'ils choisissent, qu'ils arrêtent d'avoir le cul entre deux sièges sur est-ce qu'on est plutôt du côté des travailleurs ou plutôt du côté du capital. Hein. Parce que des fois, quand ils arrivent et qu'ils disent oui, on est prêt à faire, on va virer telle personne, sauf s'ils décident de travailler pour moins cher que les locaux. Marine Le Pen est une girouette sur tout sauf sur l'immigration. Elle est déjà une girouette sur le port du voile. Sur l'immigration, elle avait dit non, non, on veut bien enfin, si c'est pour le travail, pour le travail. Mais même là, elle avait dit il y aura la préférence nationale, elle avait dit en 2017. Mais c'est pas pour autant que il n'y avait pas une idée de pouvoir dire oh, allez, vas-y, on, on lâche un peu de l'Est. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien, enfin, qui se disent si elle passe et qu'on doit s'entendre avec elle, on veut bien avoir des négociations. Et ça fait toujours partie des négociations, l'immigration de travail. Moi, je ne les aime pas, Macron, car il enfonce le clou, et Marine Le Pen, je n'aime pas pour sa personnalité. Car même si au fond la politique est censée être neutre, cette femme peut être dangereuse à cause des idées politiques qu'elle a. Ah oui, oui, mais le problème, c'est elle, ce qu'elle veut faire passer. C'est terrible, c'est abominable, c'est affreux, c'est ignoble. Mais donne-moi la différence de loi sécuritaire qu'elle aurait pu faire appliquer et que Gérald Darmanin n'a pas fait appliquer. Elle va cibler un peu plus une catégorie ou une autre, et encore, parce que j'ai peut-être des informations en arrière-plan et elle est peut-être un tout petit peu plus mesurée. Elle a une excellente com, en tout cas sur TikTok, elle est largement favorisée. Ouais, mais qui écoute les... Enfin, j'ai envie de dire, si vous écoutez la politique sur TikTok, c'est terrible. C'est terrible. Non, j'ai un mauvais a priori avec TikTok. Mais oui, non, elle présente extrêmement bien. Il y a plusieurs choix qui ont été faits dans le passé avec elle. Notamment, la raison pour laquelle il y a eu Philippot et plein d'autres personnes comme ça, c'est qu'ils ont fait un peu une razzia sur les... En fait, ils sont arrivés aux associations LGBT, ils leur ont fait on veut redorer notre image, vous avez droit à un poste de cadre. Et résultat, il y a plein de... Enfin, le RN a une énorme quantité de cadres qui vient de ces assos-là, parce que il fallait dédiaboliser, et parce que les gens ont dit, bon bah, vas-y, je prends. Anticonstite, ces machins identitaires racistes, j'espère que même si elle passe, ça ne passera pas. Alors là, oui, il y a juste un tout petit truc, c'est que tout ce qui est racisme identitaire et euh, tout ce qui est peine de mort, et dont elle peut parler de temps en temps, et elle change quand même pas mal de fois de sujet dessus, c'est anticonstitutionnel jusqu'au moment où tu fais un référendum dessus. Le référendum court-circuite le Conseil constitutionnel. Et après un référendum, ça dépend comment tu l'orientes. Mais ça s'appelle de la politique. Et je dirais même
de la politique un peu plus politique que celle que nous fait Macron. Mais on voit que tout peut être détourné d'une certaine manière. Enfin, pour en revenir à la réforme des retraites et à ce chantage terrible des députés Horizon, parce que l'opposition s'est rendu compte d'un truc. Euh, un chantage comme ça, normalement, ça se fait en dictature. Mais ce que je pense, et ce qui est le cas, c'est que le FN va justement profiter des manifestations pour dire on est de votre côté, alors qu'en réalité c'est quand même plus compliqué que ça à cause de Macron. Oui, mais il n'y a aucune manifestation qui a été organisée par le RN. Des manifestations organisées à l'initiative de tous les syndicats et tous les partis politiques de gauche, ça a été fait, mais pas par le RN. Et là, ils essaient même plus, de toute façon, ils essaient même plus de faire ça. Ils sont un peu dans, nous, on fait une opposition mesurée comparée à la gauche. C'est d'ailleurs ce que Borne avait dit. Le RN est moins dangereux que LFI. Toujours se donner une image respectable, voyons. C'est mieux. C'est mieux si vous voulez arriver au pouvoir. Et puis là, l'opposition, elle est un peu en mode, c'est quand même pas bien le chantage, vous savez. Et ils ont présenté le chantage en public. Sourire pour mieux nous... Oui, évidemment. Mais toujours en sourire. Regarde, Macron sourit tout le temps. C'est évident. Qui n'a pas confiance en lui? Il y a même des gens qui ont voté parce qu'il était beau, jeune, souriant. Pour que la réforme soit légitime et efficace, il faut qu'elle soit comprise et acceptée par une majorité de Français. Le chantage est contre-productif et risque d'entamer la confiance dans la confiance dans les institutions démocratiques est au plus bas, très cher. L'importance de... Et de toute façon, cette réforme, comme elle est pensée actuellement, où on va relever le départ de l'âge à la retraite, on a déjà dit plusieurs fois ici que ça servira à rien. Parce que on prend juste la précédente réforme qui a fait augmenter l'âge de départ. Cette réforme-là devait faire gagner 5 milliards. Bon, bah, ils ont économisé 5 milliards sur le régime des retraites et ils ont payé 5 milliards en arrêt maladie, en RSA pour les vieux et en chômage pour les vieux. Et arrêt maladie, c'est parce que les seniors, ils se blessent plus facilement au travail. Donc, quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous ne faites aucun changement de budget. Tout votre budget économisé d'un côté, vous allez le retrouver de l'autre à payer d'autres choses. Mais c'est juste pas, vous n'allez pas faire les mêmes dépenses, mais vous allez faire autant de dépenses. Cette réforme ne sert strictement, d'un point de vue comptable, ne sert strictement à rien. Il y avait d'autres possibilités, d'autres choses à chercher, mais c'est pas une réforme qui peut faire gagner de l'argent, contrairement à ce que dit la présidente de la première ministre. Cette réforme ne peut pas servir à ça. Comptablement, on sait que ça ne marche pas. Et pour faire très simple, quand vous avez quelqu'un qui fait 2 fois la même chose en pensant que le résultat sera différent, je crois qu'on appelle ça de la folie. Après, là, c'est une petite tacle, c'est une petite tacle à Macron que j'aime bien lancer, mais effectivement, quand vous arrivez, que vous avez on a l'antérieur, enfin, on a déjà l'exemple avant. On sait que quand on augmente l'âge de départ à la retraite, il n'y a rien qui change. Vous allez juste faire travailler les gens plus longtemps, les faire partir dans un état plus lamentable à la retraite, surtout pour les travailleurs, et ça va, enfin, et comptablement, vous allez rien gagner. Je dirais même, ceux qui partent à la retraite avec plus de problèmes physiques, vous allez faire en sorte que ils auront plus de suivi, de soins à avoir. Quand vous avez un ouvrier qui arrive avec le dos un peu bloqué à la retraite, c'est pas la même chose que lorsque vous le faites arriver avec le dos complètement explosé ou pour une raison ou pour une autre, mettons, il a un accident grave et il s'ampute ou quoi que ce soit, vous avez une pension à verser en plus. Donc ça coûte encore plus cher, mais sur d'autres trucs de sécu ou autre. Et vous allez faire, enfin, au plus vous augmentez
les dégâts sur les gens, au plus la sécu va vous coûter cher. Et pour en revenir, on fait beaucoup de circonvolutions pour revenir jusqu'à là. Les oppositions ont quand même dit non, on est en démocratie, on doit dire que c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Et pourquoi il faut le dire le plus fort, le plus haut possible? Parce que tant que vous arrivez, que vous subissez des chantages comme ça et que vous pouvez encore le dire, c'est que c'est bien une démocratie. Le jour où vous faites mettre en prison pour avoir dit que c'était pas normal le chantage qu'il y avait là, c'est une dictature. On n'est pas sûr qu'ils mettent pas des plaintes pour fausses déclarations ou autre, hein, mais ça rassure un peu l'opposition d'arriver et de pouvoir dire encore que qu'il y a un chantage. Parce que tant que vous pouvez le dire, et si vous êtes dans l'opposition et que vous n'êtes pas en dictature, c'est mieux pour vous. Si vous êtes dans l'opposition et que vous êtes en dictature, ça va pas bien se passer en général. Alors, elle sert les intérêts des acteurs de retraite par capitalisation. Indirectement, stimuler l'économie en mettant de l'argent sur le marché, même si c'est discutable. Plus avait aussi objectif de rassurer les marchés financiers et donc de payer la dette moins cher. Et maintenant, revenir en arrière après la crise sociale serait contre-productif pour le gouvernement. Ah bah de toute façon, c'est mort à tous les niveaux. Les marchés financiers ont vu que même avec la réforme des retraites, ben non, en fait, on va dégrader. On va dégrader la note, hein, c'est pas une bonne idée. Euh, Payer la dette moins chère, il y avait d'autres choses à faire pour rassurer les marchés financiers, je pense. Euh, Derrière, mettre une dose de capitalisation, je crois que ça a été mis à l'étude, mais c'était pas acté dans la loi qu'il y allait avoir une capitalisation. Et je ne sais pas si ça a surmonté le Conseil constitutionnel. Ça a peut-être été jugé comme étant un cavalier législatif. Euh, Après, mettre de là, enfin stimuler l'économie, on voit comme ça marche bien à l'Allemagne, hein. L'Allemagne, c'est que de la retraite par capitalisation. Ils ont besoin d'une économie très forte et avec un haut taux de croissance pour pouvoir garder le même revenu. Vous avez vu un peu comment dire, le marché du travail en Allemagne? Voilà, c'est quasiment de l'emploi obligatoire parce que vous pouvez avoir des emplois qui sont très très mal payés, mais des horreurs absolues. Faut pas aller bosser en Allemagne, hein, je vous le déconseille. Et donc résultat, c'est les nouveaux qui payent pour les vieux. Enfin, les jeunes qui payent pour les vieux. Et on va pas se le cacher aussi, comme je disais tout à l'heure, vous faites venir des gens d'ailleurs pour nettoyer vos merdes que les gens d'ici ne veulent plus faire. Ce que disait monsieur Dupond-Moretti. Vous allez voir si vous virez tous les Noirs et les Arabes de France, vous aurez plus personne pour nettoyer vos toilettes. Il n'y a pas plus colonial comme attitude quand même. J'espère qu'il dit pas qu'il est de gauche, hein. Remarque, il dit pas forcément qu'il est de droite non plus. Et si vous trouviez cette affaire de réforme des retraites déprimant, cher monsieur Fulgurocrate, il y en a un autre truc là qui est comment dire, d'une horreur absolue, qui est pas encore passé, qui est juste présenté, enfin qui va être présenté. Et j'assure à tous nos auditeurs que on est sur un niveau de, faut vraiment se méfier, et ça va vraiment vraiment être une horreur si ça passe. Parce que juste l'iceberg qui nous est montré est déjà dégueulasse, mais alors tout ce qui se cache dessous, vous êtes pas prêts. Un député macroniste veut instaurer un contrôle technique des logements. En cas de manquement, le propriétaire perdrait son droit de propriété et deviendrait locataire de son appartement, son loyer servant à financer les travaux. Voilà. Donc, contrôle technique des logements qui vous dit grosso modo, si vous échouez, vous êtes à nouveau locataire. Hein, vous pouvez avoir économisé, et vous dire je retape ma maison moi-même au fur et à mesure du temps, et puis à la fin ce sera bien. Non, non, il faut que ça dépasse ça, sinon tu redeviens locataire.
retour à la case départ. Ou si tu es quelqu'un, mettons, un paysan qui a une maison de famille qui gagne 300 euros par mois, et bah en fait tu vas quand même devoir payer un loyer, malgré le fait que en fait t'as pas les sous pour retaper ta maison. Parce que oui, oui, il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, c'est S'ils traînent des pieds par inertie ou par manque de moyens, les propriétaires pourraient être terriblement sanctionnés. alors, l'idée du truc enfin l'idée du texte se cache sous quelque chose de plus large. C'est normalement destiné aux logeurs qui voudraient louer leur appartement et que ça répond plus du tout aux normes. Eh ben, le loyer qui normalement est touché pourrait repasser à l'État qui paierait, enfin, et le loyer paierait directement la remise en état. Sauf que donc, résultat, là, c'est aussi mis sur tous les propriétaires. Y compris un propriétaire qui se dirait ouais j'habite dans enfin dans un truc qui est pas en état, mais c'est parce que j'ai envie de vivre comme ça et j'ai pas besoin de plus. Vous vous rendez un peu compte du truc. Est-ce que vous voyez à quel point déjà c'est chaud en termes de choses un peu tordues? Derrière, il y a un autre point qui est important à prendre en compte. En vrai, c'est pas con si t'as un voisin qui fait nimp et que tu habites en dessous. Oui, c'est mieux dans l'incitatif mais que dans le coercitif. Mais il y a aussi un autre truc qui là va arriver, mais gros comme une maison. Euh, quand on est, enfin, quand on parle de contrôle technique, on parle de critères. Hein, vous regardez votre voiture, il y a ça qui doit aller, ça qui doit aller, ça qui doit aller, ça qui doit aller, qui se rajoute au fur et à mesure. Euh, quand vos critères, ils sont évalués comment? Là, ils vont être changés soit par la loi, soit par un organisme d'État. Et, euh, et qui décide de la modification de ces critères? Parce que si vous arrivez que le contrôle technique du bâtiment vient à dire ben ce moyen de chauffage, pour des raisons de sécurité, on ne le fait plus. Mettons une cheminée à foyer ouvert. Oui, ça pose trop de problèmes pour les dégagements de gaz, ou ça pose trop de problèmes pour des risques d'enflammer tout ce qu'il y a autour, etc. Donc vous enlevez un moyen de chauffage, ou vous obligez les gens à s'adapter sur un truc qui est plus sécuritaire. Peu importe que ça représente une infime fraction du truc, vous supprimez un moyen. Là, c'est pour la sécurité. Ensuite, si vous arrivez et que vous dites, bah en fait, on a déjà supprimé un moyen de chauffage, on va en resupprimer un autre, mais pour des raisons écologiques ou autre n'importe quoi. Euh, le fuel et le bois, par exemple, enfin, c'est pas assez rentable et on va supprimer le fuel et ce sera que de l'électrique. Et le bois, on le met en suspens, etc. Et on pourra plus avoir de nouveaux trucs de bois. Euh, vous voyez que on va lentement faire passer les gens vers des moyens qui seront plus contrôlables. Parce que si tout le monde est avec un chauffage électrique, vous pouvez plus avoir un hippie au fond de la forêt avec sa maison. Vous pouvez plus avoir des gens qui décident en fait, de dire non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de tel truc, j'ai pas besoin de tel truc. Non, vous allez les obliger. Vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir un abonnement internet pour pouvoir faire pas mal de déclarations. Vous êtes obligé d'avoir de rien que l'électricité. Vous allez être obligé de vous conformer à ce que le gouvernement va vouloir. Et ça peut aller très loin, notamment, comment dire, notamment, c'est un peu lié au développement des voitures électriques. Donc là, 2035, vous n'avez plus le droit d'acheter une voiture thermique. Vous n'aurez que des voitures électriques pour pouvoir le faire. Je vais faire un truc sur les voitures électriques. J'ai plein de documents que des gens m'ont envoyés. Vous allez aussi vous arracher les cheveux. Mais donc, faut imaginer que dans quelques années, vous n'aurez plus que l'électrique pour vos voitures. Ce projet de loi peut théoriquement, s'il est tourné correctement, faire passer tous les chauffages aussi vers l'électrique ou quelque chose d'approchant.
Ou alors la remise en enfin les normes seront tellement énormes pour pouvoir, avoir du chauffage au bois que ce ne sera pas intéressant. Et donc l'électricité qui va servir à alimenter les voitures électriques et donc aussi à chauffer vos maisons, bah, en fait, ça va ren les taxes qui sont sur le carburant, thermique aujourd'hui et sur le fioul, bah, il va falloir les faire passer sur autre chose. Donc l'électricité pour les voitures et pour les chauffages. Parce que si vous taxez différemment l'électricité selon le, la destination, et ça, les compteurs Linky le permettent, et ben voilà, on augmente un peu la taxe sur le chauffage. C'est pour le bien de la planète. Et vous allez pouvoir vous prendre plein de taxes auxquelles vous pouviez encore échapper avant. Si, et là, vraiment, tout le monde va les prendre, hein. Même ceux qui n'ont pas de voiture, même tout ça, tout le monde va se prendre des taxes en supplément. Ah oui, on a supprimé telle taxe qui ne servait plus à rien. On met celle-ci qui touche plus de gens. Parce que le principe, c'est quand même ça. Vous taxez quand même un maximum pour que les services publics et tout ça fonctionnent de moins en moins bien et que nos hommes politiques, enfin nos personnalités politiques, puissent se plaindre de plus en plus à l'Assemblée nationale que pour eux aussi les fins de mois c'est difficile. Mais on voit que nos services publics, de toute façon, hôpital, néant. Euh, Il y a quoi encore qui fonctionne un peu? Les impôts? Ah si, les impôts, ils fonctionnent encore bien quand vous êtes chez les privés, pas si vous êtes une entreprise. Voilà. Les taxes, hein, la France, champion du monde de taxes, on va pouvoir vous les mettre ailleurs, à des endroits où vous ne pouvez pas vous en passer. Parce que c'est important de vous taxer. Et face à tout ça, face à tout ce qu'on va se prendre dans la tronche dans les prochaines années, on pourrait se demander c'est quoi les solutions? Alors ça, c'est une question, je pense que je vais poser régulièrement en fin d'émission, hein, parce qu'en fait, j'ai des idées, je vais vous en donner quelques-unes, hein, mais je pense que si on pouvait tous se mettre en commun pour trouver des solutions, pour éviter de se prendre tout ce qui est prévu de nous arriver dans la gueule, ce serait pas mal. En premier lieu, quand même, faut arrêter de voter pour Macron. Et pour tout le gang Renaissance, Horizon, donc Macron, Horizon, Modem, et les LR qui votent, qui ont juste pas passé le pas, faut arrêter de voter pour eux. Mais déjà, c'est la première des choses à faire. Donc moi, j'appelle au tout sauf Macron. Bah, je suis taquin aussi, c'est pas trop dur. Mais vous pouvez, enfin, et vous n'êtes pas obligé d'aller soit à l'extrême droite si vous êtes à gauche, ou soit à l'extrême gauche si vous êtes à droite, hein. Je vous laisse faire vos propres choix de toute manière. Je suis pas dans ce truc-là. Faut parasiter, aussi penser à parasiter le système au maximum. Ça marche mal par rapport à ce qu'on met dedans, ça marche encore. Oui, alors ça marche mal les services publics par rapport à tout ce qu'on met dedans, mais c'est voulu que ça marche mal. Parce que l'important, c'est de les sabrer pour pouvoir les revendre. On l'a déjà dit plusieurs fois, quand vous quand vous sabrez l'hôpital public, je vais essayer d'être un peu moins vulgaire, mais quand vous sabrez l'hôpital public, c'est pour augmenter la possibilité d'avoir l'hôpital privé. Quand la sécurité sociale ne remplit plus assez son rôle, que c'est trop compliqué, que c'est un enfer administratif, c'est parce que vous avez les assurances privées qui poussent derrière, comme aux États-Unis. Quand vous avez plein de choses comme ça, qui fonctionnaient très bien avant, la Poste, ça fonctionnait très bien avant, quand on voit aujourd'hui UPS, Amazon et tout ça, qui ont des services de livraison qui fonctionnent bien, on dirait, hein? Faut arrêter les conneries. Et que la Poste n'est pas capable de tenir la cadence, c'est c'est quasiment volontaire de vouloir détruire des choses du service public pour avantager le privé. Quand vous avez, bon là ils ont un peu galéré, ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'on puisse plus vendre euh, euh, notre électricité de France, mais ils ont quand même sabré le truc parce que le EDF est obligé de revendre
à des prix en dessous du marché aux opérateurs privés qui, eux, vous les facturent plus cher que enfin quasiment même tarif ou plus cher que le producteur lui-même. Et ça, c'est de la décision volontaire. Et on parlait de l'Europe tout à l'heure. C'est l'Europe et surtout l'Allemagne qui fait en sorte que le prix de l'électricité en France soit aussi cher parce que ce qui est produit avec le nucléaire est taxé pareil que ce qui est produit avec les trucs très polluants. En fait, le nucléaire est classé comme non, euh, non renouvelable. Si vous avez de la fusion nucléaire, ce qui est en cours d'élaboration, il faut absolument pas que ce soit dedans. Parce que pour le coup, c'est du renouvelable. Mais ils vont être capables de vous dire non, non, il faut que ce soit hors des critères de renouvelable, parce que nous, ça ne nous arrange pas. On a donc même au niveau de l'Europe, on a des gens qui veulent sabrer ce qui est encore à peu près public chez nous. Parce qu'il y a des gens avec des intérêts autres, que ce soit d'autres gouvernements ou des sociétés privées, qui veulent que tout ce qui fonctionnait bien en France, tout ce qui faisait en sorte que le service public français était quand même super renommé, enfin c'était quelque chose d'incroyable le service public français, et ben ils veulent faire en sorte que tout ça, tout l'argent qui en est tiré passe sur soit d'autres gouvernements, soit sur des services privés. Pour faire pour faire un exemple, les assurances maladie, donc les complémentaires d'assurance maladie que vous avez, quand on prend l'argent qui est destiné à la gestion des assurances maladie, de la sécurité sociale, et l'argent des assurances maladie dans le monde, enfin dans des assurances maladie privées, et ben en fait, il y a 7 milliards qui sont consacrés au prix de gestion. 7 milliards à la Sécu et 7 milliards aux assurances privées. Techniquement, on paye 2 fois le prix de gestion, alors qu'on pourrait très bien ne payer qu'une seule fois, avoir un truc qui soit beaucoup plus simple parce que ça englobe tout, et en plus la différence de ce que payent les assurances privées, enfin les services privés, on pourrait totalement l'intégrer dedans, hein, vous inquiétez pas, c'est pas eux qui payent le plus cher. Par contre, qu'est-ce qu'ils se font d'argent sur le dos L'État est taxé en concurrence déloyale quand elle est sur un marché qui rapporte. Donc au final, les contribuables payent uniquement les services nécessaires mais pas rentables, sauf les autoroutes, la FDJ. Exactement. FDJ qu'ils ont obligé effectivement à vendre. Autoroutes qu'ils ont obligé à vendre. Et on a vendu ça au pire gestionnaire possible. Les autoroutes, c'est encore pire. La raison pour laquelle c'est aussi cher, c'est que on a les sociétés autoroutières qui appartiennent à des constructeurs. Donc les constructeurs, ils facturent aux sociétés autoroutières. Et donc la société autoroutière, qui appartient aux mêmes gens, ils font oh là là, c'est très très cher le prix des travaux. Mais on va pas mettre on va pas mettre en concurrence, c'est quand même nous. Ou alors si on se met en concurrence, quand même, c'est nos potes. Alors que s'il y avait une vraie mise en concurrence sur ça, et que c'était pas des sociétés de bétonneurs qui avaient les concessions autoroutières, le prix des péages, il serait quand même nettement moins élevé. Sachant que les péages, c'est vraiment le truc que vous pouvez faire augmenter sans que personne puisse faire autrement. Si vous devez faire un Lyon-Marseille, ou comme j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, un Lyon-Strasbourg, entre ouais, 3-4 heures de route et 6-8 heures de route, autant quand c'est moi qui le fais, je me dis ouais, ça va me coûter moins cher, ou j'espère que ça va me coûter moins cher, ou alors je vais aller visiter des trucs, autant quand c'est pour des sociétés, que c'est pour le travail. Alors avant je bossais pour une branche de Veolia, ça leur coûtait, enfin ils s'en foutaient, mais vous imaginez un petit indépendant qui arrive et qui fait en fait j'ai bien un chantier que je peux faire à 4 heures de route si je prends l'autoroute, ou alors je le fais en 8 heures de route si je veux économiser un prix de plus en plus gros. Donc ils savent qu'ils sont absolument dépassables. On peut pas se passer, enfin il y a plein de gens qui ne peuvent pas se passer d'eux. Et je parle des petits indépendants, mais même juste une société de transport de poids lourds, bah ouais, vous pouvez pas faire passer vos poids lourds n'importe où.
Donc à partir de là, autoroute obligatoire. Et le tarif, évidemment, n'est pas du tout le même. Ça paie, de toute façon, autoroute. Ils sont sur un tas d'or. Et en fait, non, ils sont même pas sur un tas d'or parce qu'ils le remettent sur leurs autres parties qui sont enfin toute la partie construction. C'est pour ça que les autoroutes elles sont refaites aussi souvent. Ah là là. Mais bon, pour parasiter le système encore, n'oubliez pas les intervilles d'Usbeul. Toujours aller voir le site d'attaque qui permet de recenser où sont les déplacements de ministres aussi. Je le remettrai la vidéo sur YouTube. Ça veut dire que vous n'oubliez pas de partager la vidéo sur YouTube, hein, vous connaissez la chanson. Et puis j'ai commencé à vous laisser. Comme d'habitude, si ce programme vous a plu, pensez à le partager. Facebook, Twitter, Instagram, vous nous rejoignez sur les réseaux, hein. Rejoignez la faction. Et puis comme ça, on emmerde encore plus nos gouvernants. Hein. Fulgorocrate, merci d'avoir rejoint la faction. Et si vous voulez que je parle de certaines choses, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez des trucs sur Instagram. J'en ai parlé, on m'avait parlé, hop, je reprends, 3, 4. Tout ce qui concerne le travail dont on a parlé ce soir, c'est quelque chose qu'on m'a envoyé et que j'ai utilisé plus tard. Donc vous n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc sur Instagram, je lis tous les messages. Sur Twitter, tous les messages. Et Facebook, la page Facebook, ça commence à devenir un réseau de vieux, mais vous n'hésitez pas à suivre aussi. Et je vous donne rendez-vous jeudi soir pour un prochain live. D'ici là, vous prenez soin de vous et soyez factieux. Allez, ciao.